Bonjour, mon nom est Florence Piron et je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui même par voie électronique. J'aurais beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui, mais bon, pour des raisons financières, c'était pas possible, mais je suis avec vous de tout cœur. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un concept que je trouve fondamental qui s'appelle la justice cognitive, qui permet de réfléchir à la valorisation des savoirs scientifiques et non scientifiques d'Afrique francophone. Je fais cette réflexion dans le cadre d'un projet plus large qui s'appelle le projet SOA, qui vous a été présenté ce matin par mon assistant de recherche principal, Thomas Mboa Nkoudou, qui fait sa thèse avec moi maintenant à Québec. Et donc je vais vous amener dans une réflexion sur ce concept de justice cognitive, une réflexion que je fais moi-même depuis quelques années, et notamment dans le cadre du projet SOA. Donc je commence avec cette carte qui est toujours spectaculaire, c'est une carte qui date de 2001, qui montre la répartition géographique des publications scientifiques recensées par les classements américains. Et alors on voit évidemment une surreprésentation des États-Unis et de l'Europe, et une sous-représentation sidérante de l'Afrique, en particulier de l'Afrique subsaharienne. C'est pour moi une image qui illustre très bien ce qu'est l'injustice cognitive, c'est-à-dire l'invisibilité de certains savoirs au sein de ce qui se donne comme étant la science universelle, au point qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de savoir qui se fait en Afrique. Or, on sait bien que ce n'est pas vrai, c'est que ce sont des savoirs invisibles. Par exemple, des savoirs publiés dans une langue autre que l'anglais, des savoirs publiés ailleurs que dans des revues à facteur d'impact américaines qui appartiennent à de grands éditeurs commerciaux, comme Elsevier, etc. Les savoirs métissés, c'est-à-dire imprégnés de savoirs locaux, savoirs traditionnels, savoirs pratiques, et les savoirs issus de recherches participatives, citoyennes, qui impliquent des acteurs de la société civile. Donc l'injustice cognitive, que certains chercheurs appellent aussi injustice épistémique, désigne l'inégalité de certaines personnes ou de certaines populations dans l'accès à l'éducation, bien sûr, mais aussi dans l'accès au savoir produit par l'humanité. Il y a des gens qui ont un accès réduit par rapport à d'autres à ces savoirs, mais c'est aussi un accès aux compétences nécessaires pour accéder à ces savoirs, et on peut parler, dans le cas de la science, des compétences numériques, qui en Afrique francophone ne sont pas très répandues, alors qu'elles sont maintenant tout à fait généralisées dans les pays du Nord. Et c'est aussi l'inégalité de certaines personnes par rapport à la possibilité de diffuser ou de faire connaître les savoirs qu'elles produisent, notamment les chercheurs d'Afrique francophone. Injustice cognitive, c'est aussi une manière de désigner le mépris dans lequel sont tenus certains savoirs par la science. Inversement, la justice cognitive, c'est un idéal d'égalité et de respect mutuel entre des détenteurs de savoirs variés, notamment entre les chercheurs du Nord et du Sud, et entre les chercheurs et les non-chercheurs, que ce soit dans les pays du Nord ou les pays du Sud. Et ça, c'est donc un idéal moral, un idéal épistémique, un idéal politique qui m'anime depuis très longtemps et qui est au cœur du projet SOA, comme vous pouvez le voir dans le titre du projet qui est en haut de cette diapo. Comment faire comprendre qu'il s'agit là d'une injustice et non pas simplement d'un état de fait? Il faut réfléchir à ce que signifie l'universalisme de la science. La science se revendique comme étant universelle. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que dans le fond, seuls les savoirs produits par son cadre normatif sont universellement valides, alors que les savoirs locaux ne seraient valides que localement et seraient donc moins importants, moins fondamentaux que les savoirs universels de la science. Alors qu'est-ce que c'est ce cadre normatif qui permet de séparer les savoirs scientifiques de tous les autres? C'est tout ce que les chercheurs apprennent à l'université. La méthode scientifique, l'évaluation par les pairs, la référence aux résultats antérieurs, la manière de citer les auteurs, l'absence de subjectivité et d'émotion, il faut écrire au « nous » comme si c'était suffisant pour effacer la subjectivité du chercheur, l'absence de référence au contexte social et historique, et le refus que la recherche soit influencée par les besoins de la société civile. En fait, ce cadre normatif, c'est le cadre normatif du positivisme. Cette conception de la science
positiviste est vraiment dominante dans le monde scientifique actuel, notamment anglo-saxon, mais aussi, comme j'ai pu le constater, dans les universités africaines. Or, cette conception positiviste de la science est très contestée désormais, notamment par tout le domaine de recherche qu'on appelle les études sociales des sciences, en anglais Social Studies of Science, sociologie de la science, anthropologie de la science, histoire de la science, etc. Et aussi ce qu'on appelle le tournant critique en sciences, d'inspiration constructiviste. Alors je vous rappelle que le constructivisme en épistémologie s'oppose au positivisme. Donc, quelques mots sur les études sociales des sciences, qu'est-ce qu'elles nous ont appris? Elles ont étudié depuis une trentaine d'années comment les sciences se construisent, se fabriquent, dans les laboratoires, les articles, les institutions, les discours publics, etc. Et ce qu'elles nous ont montré, ces études sociales des sciences, c'est que la science, c'est un produit de la culture. La science, elle se fait dans des mots, dans des pratiques qui sont totalement intégrées dans la culture et dans la société. Tous les mots, même du langage scientifique, font partie de la culture. Ils ont été inventés par des humains. Et la langue scientifique, on dit la science, mais c'est la langue scientifique, comme l'art, la poésie, la littérature, elle vise à décrire le monde tel qu'il est, mais pour les constructivistes, elle ne pourra jamais y arriver parce que le langage n'est pas du même ordre que le réel, que la nature. Le langage, c'est la fonction symbolique. Donc la langue scientifique, elle est porteuse, comme toutes les langues, de très nombreuses normes. Elle fait penser, elle oriente la pensée. Il y a des manières de parler en science qui sont acceptées, d'autres qui ne le sont pas. C'est ça que les étudiants apprennent, en même temps qu'ils apprennent le langage de leur science, de leur discipline. Donc la science, certains disent, elle est politique. Moi je dis ici tout simplement, elle est culturelle, elle est dans la culture. Mais pour asseoir sa légitimité sociale, et c'est la particularité du savoir scientifique, elle prétend qu'elle est en dehors de la culture, en dehors du monde des humains, universelle. C'est ce que des philosophes des sciences ou des historiens des sciences comme l'extraordinaire Jean-Jacques Salomon ont appelé le déni typique de la science actuelle, sur son propre statut de savoir, pour des raisons sociologiques, etc. Le tournant critique en science cherche à sortir de ce déni et à bâtir une nouvelle légitimité pour la science qui prend comme point de départ son statut de produit culturel. Donc, l'idée, c'est qu'on peut tout à fait reconnaître que la science est ancrée dans une histoire, mais que ça ne la dévalorise pas. C'est un savoir qui a ni plus ni moins de valeur que tout autre savoir. Et le savoir scientifique, il est né en Europe, dans des circonstances bien précises. Il a toute une histoire qui explique ce qu'il est devenu. Et le reconnaître, ça ne dévalorise pas la science, mais ça permet de questionner les normes, justement. Et notamment, tout ce qui, dans ces normes, conduit à l'exclusion de certains savoirs et à l'injustice cognitive. Donc, le tournant critique en science, qu'est-ce qu'il fait? Il montre d'abord la science en train de se faire, comme le célèbre texte de Bruno Latour et Steve Woolgar en 1989, La vie de laboratoire, ces deux personnes ont fait du terrain dans un laboratoire high-tech de Californie, comme ils l'auraient fait dans n'importe quel contexte culturel, et ils ont découvert toutes les pratiques des chercheurs autour de la machine, les cafés, les conversations de corridor. Ils ont montré comment tout ça est fondamental pour faire de la science et pas seulement les grandes expériences ou les grands travaux scientifiques de laboratoire habituels. Il y a aussi beaucoup de gens qui montrent la place de l'argent et du pouvoir dans la science. Par exemple, on s'aperçoit que les chercheurs, parfois pour faire des articles prestigieux, ils vont frauder, ils vont saboter des données, ils vont inventer des données, ils vont cacher certaines données, et donc on découvre des rétractations d'articles, c'est-à-dire des revues scientifiques dépublient des articles qui ont été révélés comme frauduleux, donc pour des raisons d'argent et de pouvoir. Le tournant critique en science montre aussi les rapports sociaux au sein de la science, que ce soit dans la manière de travailler, dans l'institution universitaire, mais aussi même dans les publications, la manière dont elles sont écrites. Des rapports inégalitaires de pouvoir, des rapports de genre. Il y a beaucoup moins de femmes en sciences que d'hommes, c'est pas par hasard. Et enfin, le tournant critique, dans son côté plus positif, essaye de montrer qu'il y a des savoirs qui pourraient être très utiles à la science, même pour améliorer la science ou pour comprendre le monde en général, qui sont masqués, rendus invisibles par ces normes scientifiques. Donc, je vais vous parler maintenant de façon plus précise de 5
injustices cognitives. Il y a d'abord l'universalisme de la science, qui n'a pas de sens quand on constate qu'une grande partie de la science sur le web est en accès fermé, derrière des murs payants, c'est-à-dire des sites web inaccessibles sauf si on paye. Je vais vous parler aussi de la place sacrée du facteur d'impact, de l'exclusion des savoirs francophones, de l'exclusion des savoirs locaux et de l'exclusion des préoccupations de la société civile. Donc 5 injustices cognitives. Évidemment, la justice cognitive consiste à les combattre. Alors, la première, une grande partie de la science sur le web, la science en ligne, est en accès fermé derrière des murs payants. Ça, les spécialistes du libre accès, les sciences de l'information sont bien au courant de ça. Les revues scientifiques commerciales qui appartiennent à Elsevier ou d'autres grands groupes font payer très cher des abonnements aux bibliothèques et leur imposent d'interdire l'accès à ces revues aux personnes qui sont extérieures aux universités, aux externes. Donc si vous n'êtes pas membre d'une université qui est abonné à telle ou telle revue, si vous voulez y avoir accès, vous devez payer parfois $50 pour avoir accès à juste un article qui est numérique, donc ça n'a aucune valeur matérielle, et vous devez payer par carte de crédit, ce qui exclut d'emblée une immense partie de l'Afrique francophone, que ce soit des étudiants ou même des professeurs. Donc face à cet accès fermé, l'alternative c'est le mouvement du libre accès, un mouvement de résistance. Donc j'imagine que dans le colloque vous en avez parlé, vous allez en parler avec la voie verte qui consiste dans l'auto-archivage par les chercheurs de leurs publications et les revues en libre accès, la voie dorée. Ce mouvement du libre accès n'a de sens que si la science est publiée sur le réseau Internet, en format numérique. Et donc il est urgent que l'Afrique accélère son tournant numérique en sciences. Il existe des astuces pour accéder à des articles fermés. On peut écrire aux auteurs, demander à des amis. On peut même utiliser Twitter avec le hashtag IconazPDF, puis on envoie ce hashtag-là avec le titre de l'article et Twitter peut nous renvoyer l'article. Alors nous avons créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Sciences et Bien Commun, qui publie des livres en libre accès. Et notre prochain livre porte justement sur les murs payants et nous sommes à la recherche de témoignages d'articles de personnes qui ont voulu chercher un article et qui sont tombées sur un mur payant. Donc si ça vous intéresse, vous voyez, c'est un livre qui est dirigé par un professeur du Bénin. La deuxième injustice cognitive, c'est le facteur d'impact, qui occupe une place sacrée dans le système universitaire africain, comme j'ai pu le constater, alors que dans le fond, c'est un indice commercial qui est promu comme critère d'excellence par des éditeurs à but lucratif pour valoriser leurs propres produits. Ce facteur d'impact est de plus en plus critiqué car il traite des revues, c'est un indice, un calcul fait par les sciences de l'information, et il ne dit rien sur la qualité des articles ou du texte d'une personne. Donc ça n'a pas de sens de l'utiliser pour évaluer un chercheur. En plus, on s'est aperçu qu'il y a les revues parfois tournent les coins ronds pour monter leur facteur d'impact. Et il faut se rappeler qu'on peut citer un article soit parce qu'il est bon, soit parce qu'il est mauvais. Et donc une revue qui ne publie que des mauvais articles peut avoir un très fort facteur d'impact. L'alternative au facteur d'impact, c'est les dépôts institutionnels, la voie verte du libre accès, parce qu'un article qui est déposé dans un dépôt institutionnel, une archive ouverte, en libre accès, va être accessible à tous, peut être consulté, téléchargé et cité en fonction de sa qualité intrinsèque, de sa valeur, et non pas en fonction de la revue dans laquelle il est publié. Et donc il y a tout un système en ce moment qui se met en place de métriques alternatives qui mesurent l'impact d'un texte, et non pas de la revue dans laquelle il est publié, le texte lui-même, en fonction de sa circulation sur le web. Donc il faut absolument, encore une fois, je le répète, que la science africaine aille davantage sur le web pour profiter de ces outils de valorisation des savoirs. Troisième injustice cognitive, la langue de publication. Alors, les classements des revues, des universités, etc. sont faits par des groupes à but lucratif basés dans le monde anglo-saxon. Thomson Reuters pour le Web of Science, Elsevier pour Scopus. Ces groupes ne connaissent pas les revues scientifiques qui sont dans d'autres pays. Ça ne les intéresse pas, ils ne comprennent pas la langue. Sauf parfois, comme des groupes comme Cielo en Amérique latine, qui a des revues très lues, ben là, pour des raisons lucratives, tout à coup, ils s'y intéressent. Sauf que j'ai pu constater ça, qu'en Afrique, il y a des pressions pour que les chercheurs non anglophones publient quand même en anglais, dans les revues anglaises de ces groupes de revues. Et pour moi, c'est une totale injustice cognitive parce que ça double les obstacles.
Non seulement c'est difficile d'écrire un article scientifique, de faire de la recherche quand on est en Afrique francophone à cause de manque de ressources, etc., mais en plus, il faut la publier en anglais. Alors, c'est une double injustice. Et en plus, les articles, si mettons un chercheur africain francophone réussit à publier un article en anglais dans une de ses revues, ben, la plupart des universités de son pays ne pourront même pas y accéder. Non seulement c'est pas dans la langue, mais ce sont des articles payants. Donc, comme alternative, c'est ce que nous faisons, nous, par exemple, aux éditions Sciences et Biens communs, privilégier la publication multilingue. Il ne s'agit pas de choisir entre l'anglais ou une autre langue, mais de publier en anglais et en français, et donc les traductions. Quatrième injustice cognitive, l'exclusion des savoirs locaux, des savoirs traditionnels, de la littérature grise de la science. Ces savoirs sont dévalorisés parce qu'on dit qu'ils ont été produits en dehors du cadre normatif de la science, ils ne seraient pas scientifiques. Mais ce sont des savoirs, ce sont des interprétations de la réalité qui peuvent très bien coexister avec la science. Ce sont des ressources pour comprendre le monde. Et l'idéal de la justice cognitive, c'est que c'est du dialogue entre tous les savoirs que peut naître une meilleure compréhension du monde. Donc, alternative, valoriser ces savoirs par des processus d'enquête en sciences sociales, par exemple en histoire orale, en ethnographie, tous les spécialistes aussi du travail sur le patrimoine immatériel, et les archiver, encore une fois, grâce au web, à des logiciels un peu comme ceux de la Voix verte, archiver ces savoirs pour qu'ils puissent être transmis et réutilisables. Par exemple, l'Encyclopédie du patrimoine immatériel en Haïti a fait de nombreuses entrevues avec des personnes âgées et archive ça ensuite sur Internet pour que le patrimoine immatériel haïtien survive aux personnes qui le connaissent. Cinquième injustice cognitive, c'est l'exclusion des préoccupations de la société civile dans l'agenda de la recherche. Alors, au nom de la neutralité de la science, et aussi parce que traditionnellement les scientifiques ont peur de l'ingérence des chercheurs, du politique dans la recherche, on se dit la science c'est juste une affaire de scientifiques, on est entre pairs et tous les autres, les impairs, n'ont pas d'affaires, n'ont pas de raison de participer ou de dire quoi que ce soit à la science. Ils doivent être dans une position de respect craintif, si on veut, plutôt que de participation. Or, qu'est-ce que cette posture typique du positivisme génère? Elle génère une science qui est coupée de la société et de l'appui des citoyens qui ne comprennent pas à quoi sert la science. Et quand c'est le temps d'appuyer les scientifiques, etc., les citoyens ne seront pas là. Cette coupure est énorme entre la science et la société, et c'est cette posture-là des scientifiques qui contribue à l'alimenter. Alors bien sûr, certains diront que cette idée que la science doit être réservée aux scientifiques, c'est avantageux pour les experts universitaires, ceux qui sont dedans, parce que ça privilégie un peu leur statut social, leurs avantages, etc. Mais d'un point de vue de développement local durable, c'est tout à fait désavantageux, car on pourrait très bien imaginer au contraire que la science et l'université deviennent des outils de développement, et pas seulement de formation des cadres, etc. Et c'est possible parce qu'il y a des différentes façons d'y arriver. Donc voilà, les alternatives à cette injustice cognitive, c'est ce qu'on appelle la science ouverte ou la recherche ouverte. Par exemple, je vous donne juste 3 grands exemples. Il y a la science participative, ou on dit en anglais citizen science, la science citoyenne. Il s'agit de projets de recherche qui intègrent et reconnaissent la contribution de non-chercheurs à la recherche. Par exemple, en botanique. Alors il y a le projet en France Télébotanica, où des milliers de botanistes amateurs peuvent aller récolter des fleurs, des feuilles, etc., et participer ensemble à un grand inventaire de la faune. Il y a des projets aussi, de la flore, pardon. Il y a des projets aussi, par exemple en Inde, un grand projet où des paysans ont collecté eux-mêmes des échantillons de sol pour les envoyer à un laboratoire, ce que l'équipe de chercheurs n'aurait jamais pu faire. Il y a 90 000 paysans et ça a permis de vraiment avoir une bonne compréhension des conditions du sol pour l'agriculture. Alors c'est la science participative et vraiment je ne peux qu'encourager les chercheurs africains à s'engager dans ce type de recherche. Dans le domaine de la santé et des services sociaux, on parle là plus de recherche-action participative, c'est-à-dire c'est des projets de recherche qui portent sur des groupes, une population, qui va intégrer des représentants de cette population dans l'élaboration
et la réalisation du projet de recherche en question. Et puis finalement, on peut discuter de politique scientifique, c'est-à-dire de mettre en débat, d'offrir au débat public les grands thèmes de la recherche qu'un État devrait soutenir. Par exemple, si c'est la désertification, eh bien, au lieu que ce soit quelqu'un qui dise « Ah ben, il nous faut faire de la recherche sur la désertification » ou que ce soit un pays du Nord ou l'IRD qui dise ça, ben, ce serait l'idée de faire un débat public dans la population pour dire « C'est quoi votre préoccupation principale? Sur quoi aimeriez-vous que nos chercheurs travaillent ?» Et donc, c'est d'ouvrir le débat sur les politiques scientifiques à la population, aux citoyens, à la société civile. Donc voilà 3 exemples de 3 manières de lutter contre l'injustice cognitive qui serait tout à fait faisable dans les universités africaines parce que ça ne demande pas beaucoup d'argent, simplement de la volonté. Par contre, ça demande l'accès libre aux publications scientifiques. Car pour que tous ces citoyens participent vraiment de façon utile et pertinente et soient motivés, il faut qu'ils aient accès à l'information. Il ne faut pas qu'ils se sentent exclus de l'université et du savoir qui s'y trouve. Et donc, de ce point de vue-là, l'accès au web doit être un droit. C'est une grande revendication du projet SOA. Et non un service commercial ou encore moins un privilège. Donc, je termine avec quelques mots sur le projet SOA. Donc, c'est un projet de recherche-action de 2 ans qui touche Haïti et toute l'Afrique francophone. Et son but, c'est de lutter contre l'injustice cognitive de toutes sortes de façons pour établir plus de justice cognitive. Par exemple, nous appuyons le CAMES et des universités ou des groupes de professeurs dans la construction d'archives ouvertes qui pourront rendre visible et accessible la science africaine sur le web. Nous appuyons des professeurs, des étudiants, des revues, des centres de recherche qui veulent publier en libre accès, qui veulent rendre plus visibles leurs publications. Donc on leur donne des conseils, on leur montre des logiciels, on leur explique comment ça fonctionne. On travaille aussi à développer la culture numérique des doctorants et des professeurs. On les aide à apprivoiser les logiciels de la science ouverte pour qu'ensuite ils aillent les enseigner ailleurs et que ces outils-là se répandent en Afrique pour, encore une fois, combler le fossé numérique entre chercheurs du Nord et du Sud. On appuie des jeunes chercheurs qui veulent faire de la science ouverte. Ça, c'est un très grand plaisir de découvrir tous ces talents en Afrique. On continue de militer pour le libre accès auprès des chercheurs du Nord. On appuie la création de boutiques de sciences dans les universités africaines. Alors, les boutiques de sciences, ça, c'est un concept extraordinaire que j'affectionne particulièrement. Ce sont une sorte de portail, mais avec une vraie personne, entre la société civile et une université. Alors, par exemple, il y a une association je sais pas moi, dans la ville de Cotonou qui a besoin de certains types d'informations, mais ils ne savent pas comment l'obtenir. Alors, la boutique de sciences va aller chercher, solliciter des professeurs et des étudiants pour qu'ils répondent à la demande de la société civile. Donc, il y a de cette manière-là un transfert de connaissances et donc un empowerment de l'association, et en même temps une ouverture de l'université sur ce qui se passe réellement dans sa région. Alors il y a des boutiques de sciences énormément en Europe, quelques-unes au Canada, et puis en Afrique, il y en a juste une à Cape Town en ce moment, mais avec le projet SOA, on appuie 4 groupes d'étudiants et de professeurs qui veulent créer une boutique de sciences dans leur pays. Et puis, finalement, nous avons fait une réflexion sur les objectifs de développement durable. On a préparé une lettre ouverte pour y intégrer la notion de justice cognitive. Et je termine avec cette capture d'écran d'un billet de blog que nous avons publié sur le site du projet SOA. C'est http://projetsoa.org. Donc, c'est un blog d'un jeune chercheur du Niger, un jeune sociologue, qui a compris le paradoxe d'une science qui se dit universelle et qui est fermée parce que les textes ne sont pas accessibles et aussi parce qu'elle est fermée sur elle-même. Elle ne s'intéresse pas assez à la société qui est autour de l'université. Donc voilà un exemple d'un jeune chercheur à qui nous avons permis de publier cet article sur cette réflexion sur Internet dans le cadre d'un blog qui a ensuite été relayé par Google 2-3 jours après
sa publication à toutes les personnes qui avaient une alerte sur la science ouverte. Donc, il y a des milliers de personnes probablement qui ont reçu dans leur mail l'article de Amisu. Alors voilà, c'est un exemple d'empowerment. Alors, je ne serai pas là malheureusement pour répondre aux questions parce qu'en même temps que c'est cette conférence, j'ai pu obtenir un rendez-vous avec l'Organisation internationale de la francophonie pour leur présenter notre projet. Donc, mais je pense que Sophie pourra certainement répondre à plusieurs de vos questions au besoin. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de colloque et vive le savoir et vive l'Afrique.